qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur 2 sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Je poursuis cette série sur les neuroatypies en mettant cette fois-ci l'accent sur le TDAH. Comment éviter l'escalade des conflits, comment renforcer la confiance en soi. Les conseils lumineux et pleins d'enthousiasme de Myriam vous captiveront, j'en suis certaine, tout comme ils m'ont passionnée. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour Myriam. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler du TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tu es psychologue spécialisée dans les neuroatypies et tu accompagnes à la fois les parents d'enfants atypiques et les professionnels de l'éducation et du soin. Pour cela, tu diffuses de nombreux contenus de sensibilisation et d'outils pratiques à travers Lutte Vivo sur Instagram et TikTok, puisque tu fais partie de ces premiers psychologues qui se sont lancés sur ce réseau social. Tu dis que c'est une véritable bouée de sauvetage pour celles et ceux qui accompagnent les enfants neuroatypiques. Tu es également l'autrice de L'enfant TDAH, publié aux éditions Hatier. Alors avant de démarrer, on va faire un petit point chiffre. On estime que 400 000 à plus d'1 million de jeunes sont concernés par le TDAH, un trouble qui dans 70% des cas est associé à d'autres troubles, dys, troubles anxieux, etc. Toi, tu as découvert ton propre TDAH à l'âge adulte, une révélation qui a éclairé ton fonctionnement et qui t'a donné l'élan d'accompagner d'autres parents et professionnels confrontés aux mêmes défis. Alors avant qu'on démarre, comment est-ce que toi, tu as vécu ce propre diagnostic à l'âge adulte ? Alors, il faut savoir que je l'ai eu dans mon parcours universitaire, parce qu'en fait, la charge de travail, elle était très importante à un moment et que c'est venu impacter au niveau de l'anxiété, du stress, du coup un mal-être. Et en n'ayant pas une très bonne estime de moi, parce que ma scolarité, elle a été très en dents de scie. Je faisais partie des bons élèves, mais je pouvais avoir des très, très mauvaises notes à des moments donnés. Et en fait, au démarrage, c'est venu éclairer, mais après, je l'ai mis un peu assez vite de côté, parce que je n'avais pas forcément envie de me définir par rapport à ça. Et puis, mon orientation professionnelle, au départ, elle n'était pas... je ne me suis pas spécialisée dans l'accompagnement des enfants TDAH. Il faut savoir que j'avais très à cœur de comprendre le cerveau. En fait, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore comprendre. Et donc, du coup, je me suis plutôt orientée sur tout ce qui était psychologie cognitive, la neuropsychologie, la psychologie du développement. Ça me passionnait de découvrir ces recherches. Et donc, naturellement, je me suis plutôt orientée sur de la psychologie autour du développement. D'ailleurs, mon diplôme, c'est ça, c'est psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescent. Et en fait, je me suis d'abord spécialisée dans l'accompagnement des enfants autistes. Et c'est quand je me suis mise à mon compte en libéral que, en fait, dans mon cabinet, j'ai reçu des parents d'enfants autistes, mais du coup, j'ai vu débarquer tous les autres parents des autres troubles neurodéveloppementaux, donc les TDAH, la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, enfin bref, tout. Ils ont tous débarqué. J'étais là, en fait, je vais peut-être reprendre 2-3 formations parce que je vais devoir accompagner tout ce petit monde. En tout cas, j'avais très envie de le faire. Ouais. Et alors depuis, tu as développé une véritable expertise sur ces troubles-là et aujourd'hui, on se concentre sur le TDAH. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il consiste ? Alors, il fait partie de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. Dans cette grande catégorie, il y en a plusieurs, dont le TDAH. Le TDAH, donc, comme tu l'as dit, c'est le trouble déficitaire attentionnel avec ou non hyperactivité.
il porte pas très bien son nom et en plus on a des chercheurs américains là qui commencent à dire qu'il faudrait peut-être qu'on change l'intitulé puisque les recherches montrent que c'est pas un déficit d'attention mais c'est des fluctuations attentionnelles qui sont plus importantes et qui vont du coup impacter notamment tout ce qui est autour des fonctions exécutives. Alors, pour faire simple, les fonctions exécutives, c'est comme un chef d'orchestre. C'est ce qui nous permet de nous organiser, de planifier, d'anticiper, de se dire « Ah, ce comportement-là, c'est pas le meilleur. Celui-là, pour résoudre ce problème, il faut que je fasse ça. » Et donc, ce chef d'orchestre, chez un enfant qui a un TDAH, eh ben, il est très impacté. En fait, il a vraiment besoin de soutien. Et quand en plus il y a une agitation, l'hyperactivité, elle peut être motrice, mais elle peut être aussi mentale. On peut avoir de l'hyperactivité mentale, de l'agitation mentale. Et donc, en fait, on va avoir plusieurs profils. On a des grandes catégories, puisqu'on va avoir des fluctuations attentionnelles, donc un déficit au niveau de l'attention. Mais on va avoir des enfants qui vont présenter beaucoup d'agitation, d'autres qui vont présenter un peu d'agitation, mais beaucoup d'impulsivité. Certains vont être juste sur des difficultés attentionnelles et bien évidemment, ça va être coloré aussi s'ils ont, comme tu l'as dit, d'autres TND associés parce qu'un enfant qui a un TDAH et un TSA, eh ben, il a les deux fonctionnements neuroatypiques. De la même manière que s'il y a un TDAH et un trouble anxieux, eh ben, c'est quand même pas pareil non plus en fait à accompagner. Donc forcément, l'expression du TDAH, elle va être aussi influencée par ça. Par s'il y a un autre trouble neurodéveloppemental ou s'il y a un trouble psychique comme un trouble anxieux. Et donc, il y a les critères diagnostiques que l'on a en tant que psychologue, neuropsychologue et psychiatre, mais après, dans la clinique, on voit quand même des enfants ou des ados qui vont être très différents les uns des autres. C'est ça. Difficile de mettre dans une seule case. Quels sont les premiers signes qui peuvent alerter les parents ? Alors, quand ils sont vraiment tout petits, on va observer, les parents vont relater beaucoup d'agitation, des problèmes de sommeil, l'impression que l'enfant est comme le petit lapin avec les piles Duracell, tu sais, ça s'arrête jamais. Mais en même temps, il y a parfois des enfants qui vont, au départ, on va trouver ça aussi que c'est un peu logique parce que dans le développement, l'enfant d'1 an et demi, 2 ans, il n'est pas dans des compétences pour rester attentif et concentré très longtemps. Et les comportements d'impulsion, de je jette quelque chose, on en voit à 18 mois, 2 ans. Donc souvent, les parents, on va leur dire faut attendre, voilà. Ce qui est sûr, ce qui va être vraiment important dans la démarche diagnostique, c'est le fait que ça dure depuis longtemps, que c'est très intense et que du coup, ça impacte la vie quotidienne, la scolarité. Parfois, quand on est sur un âge scolaire, c'est plutôt parce qu'il va y avoir des problèmes au niveau scolaire que du coup, on va se dire peut-être qu'il faut vérifier l'attention aussi. À l'adolescence, on va plus observer des problèmes vraiment d'organisation qui vont être très forts, mais qui aussi peut s'expliquer par l'adolescence. Donc, des fois, par exemple, sur les réseaux, on va me dire « Oui, mais comment je sais si mon enfant il a un TDAH ?» En fait, toutes les vidéos qu'on peut voir des fois sur les réseaux qui disent 5 signes que ton enfant est TDAH. Tout ça, c'est du bullshit, en fait. Vraiment, je suis désolée, les parents. Je sais qu'on a très envie, des fois, d'avoir le truc comme ça en mode « Ah, c'est ça !» Mais en fait, les critères qui sont donnés sont tellement généraux que tout le monde pourrait rentrer dedans. En fait, le diagnostic du TDAH, il est complexe et il demande à ce qu'il y ait vraiment une évaluation qui se fasse de façon pluriprofessionnelle. C'est-à-dire à la fois avec, par exemple, un orthophoniste, s'il y a des problèmes scolaires, tu vois, par exemple, ou psychomotricien, ou ergothérapeute, le pédopsychiatre ou le neuropédiatre. On va aussi demander des observations à l'école parce qu'on va considérer aussi qu'il y a un trouble quand il y a l'impact, il se présente dans plusieurs environnements, pas juste dans la relation parent-enfant. Donc, ça demande quand même du temps. Et comme en plus le TDAH, il est souvent associé à autre chose, t'imagines bien qu'on a vraiment besoin de voir qu'est-ce qui tient du TDAH et qu'est-ce qui tient, par exemple, d'une dyslexie ou qu'est-ce qui tient du TDAH ou qu'est-ce qui tient du TOP, par exemple. On a vraiment, voilà. Donc, c'est un diagnostic qui prend du temps. C'est vrai qu'en tant que parent, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit « Oh là là, mais il faut que je fasse tous ces bilans », que certains ne sont pas pris en charge. Ouais, donc, c'est un vrai coût, c'est coûteux. Et en même temps, tous ces bilans, effectivement, ils sont nécessaires parce que c'est ce qui va permettre aussi aux professionnels d'être adaptés dans les objectifs ou dans ce qu'ils vont proposer aux parents, en fait.
Et tu as parlé du TOP tout à l'heure, on va en rediscuter ensemble. J'aimerais qu'on revienne aussi, récemment dans les médias, certains spécialistes dénoncent un supposé surdiagnostic de TDAH. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors en fait, souvent, quand je regarde qui parle, en fait, le corpus théorique de ces personnes n'est pas le même que le mien. Donc en fait, on ne parle pas de la même chose. En France, on a, si je prends au niveau des psychologues, on a des classifications qui sont différentes que les classifications internationales. Et du coup, on peut avoir comme ça des débats. Il est vrai, on ne peut pas nier qu'il y a un meilleur diagnostic, qu'il y a un meilleur repérage et qu'il est probable que dans les années à venir, ça sera encore plus fort parce qu'on est beaucoup de professionnels à essayer de se battre pour qu'il y ait du diagnostic précoce dans le TDAH notamment, parce que c'est en tant que parent, quand tu as l'information rapidement que ton enfant il a ces comportements d'agitation, d'impulsivité ou qu'il faut que tu lui répètes 15 fois les consignes pour qu'il fasse quelque chose, et savoir que c'est parce que son cerveau il fonctionne différemment, ça t'aide à adapter ta posture parentale en fait. Ça t'aide à remettre aussi en question tes principes éducatifs et à ajuster pour que ça soit facilitant dans ton quotidien. Et c'est sûr que plus le diagnostic il arrive tard, plus souvent les mécanismes c'est difficile, ça résiste, l'enfant s'oppose. Je dis souvent, moi j'ai 3 enfants et dont l'aîné a des TND, mais il n'est pas concerné par le TDAH. Mais le dernier, il est en cours de diagnostic. Et je dis souvent qu'il a un tempérament à être opposant, mais ce qui fait qu'il ne deviendra pas dans une opposition répétitive, c'est parce qu'en fait, maman, elle connaît les outils et que en fait, on est très vigilant et on ajuste beaucoup. Mais quand je dis qu'on ajuste, c'est pas qu'on se suradapte. Non, on lui apprend à développer ses compétences. Mais comme on a cette pointe de vigilance, on va pas avoir un rapport de conflit permanent avec notre enfant, alors que dans une autre famille, ça pourrait être le cas, parce que c'est un enfant qui lâche jamais l'affaire et puis qui veut toujours avoir raison et le dernier mot. Donc quand tu lui dis « ça suffit maintenant », il va te dire « non, toi aussi ça suffit ». Voilà. Ça dans une famille qui n'a pas la lecture, ça peut être compliqué. Justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les principales difficultés rencontrées par les parents, mais aussi par les professionnels, je pense par exemple à l'école, dans l'accompagnement des enfants TDAH ? Alors en fait, ce qui est difficile, c'est que comme je t'ai dit que c'était des fluctuations intentionnelles, on va avoir des fois l'impression que l'enfant se fout un peu de notre gueule. Parce que, des moments, il est hyper concentré en fait. Et puis il peut même être hyper performant. Donc c'est genre, mais pourquoi là, il ne peut pas faire l'exercice ? Pourquoi là, ça ne marche pas ? Tu vois, par exemple, j'avais échangé avec un institut qui m'avait dit « En fait, je trouve que c'est super difficile parce que je lui donne un exercice simple, limite, il arrive moins bien que quand je lui demande un truc compliqué. » Il dit « Mais du coup, c'est hyper perturbant parce que je ne peux pas lui demander et le challenger tout le temps parce qu'en même temps, ça génère du stress. Mais je vois bien que si c'est trop simple, en fait, il fait ça comme ça, il regarde pas, il est pas attentif. Et c'est pas parce qu'il veut pas, c'est vraiment parce que le cerveau, il a du mal à maintenir cette attention. Donc, on va avoir de l'impact au niveau scolaire des exercices. Au niveau parents et au niveau dans la relation avec les parents, ce qui revient souvent, c'est que les parents, en fait, ils répètent beaucoup. Ils ont tout le temps l'impression de devoir être derrière. Il y a besoin des fois d'être très vigilant parce que comme il y a des comportements impulsifs, on peut avoir des enfants qui se mettent en danger, qui peuvent faire des bêtises, mais vraiment des graves bêtises, c'est-à-dire de façon impulsive, ils vont allumer une allumette pour voir ce que ça fait avec une feuille qui traîne, quoi, par exemple. Donc on peut avoir des comportements comme ça où du coup, en tant que parent, on est un peu sur le qui-vive quand même. Pas tous, mais ça peut arriver. Et donc, ils répètent beaucoup. Si en plus l'enfant a un tempérament un peu avec de l'opposition et de l'impulsivité, on peut être vite dans des rapports un peu de force, en mode c'est qui a raison, quoi. Donc ça peut monter vite. Et en plus, chez les enfants, ça va avoir un impact sur tout ce qui va être autour de l'estime de soi, la confiance en soi, puisque du coup, c'est des enfants à qui on dit souvent que ça ne va pas. Et on leur dit souvent « Arrête, stop, calme-toi, arrête, ça suffit, je t'ai dit ». Et ça, soit quelqu'un d'autre. C'est tout le temps. Donc, en fait, même si l'enfant, il est, à des moments donnés, on le valorise, on fait attention et tout, on le ramène régulièrement quand même à des comportements qui ne vont pas. Et ça va être difficile, en fait, parce que ça va forcément impacter quand même son estime de lui. Tu as parlé tout à l'heure d'opposition et d'impulsivité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce trouble de l'opposition avec provocation, le fameux TOP ? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'on le lie au TDAH ? Alors, le TOP, ça ne fait pas partie de la catégorie des troubles neurodéveloppementaux.
En fait, c'est dans les troubles du comportement. Et c'est un intitulé qui fait référence au fait que l'enfant va présenter des comportements d'opposition et de provocation. On va décrire l'enfant comme un enfant rancunier, qui est assez véhément, qui lâche pas l'affaire quand même, hein, et qui est dans une dynamique relationnelle avec du conflit, avec de l'opposition. Et c'est souvent associé au TDAH, parce que comme dans le TDAH, il y a de l'impulsivité. On peut avoir des enfants qui vont avoir un principe de non direct quand on leur demande une consigne. Et encore une fois, pas parce qu'ils veulent forcément s'opposer, mais parce que comme leur cerveau, le chef d'orchestre, il a besoin de soutien, quand des fois ils reçoivent une consigne, le temps qu'ils la traitent, en fait, c'est d'abord non qui sort spontanément de façon impulsive, avant même qu'ils aient vraiment traité. Et des fois, je dis aux parents juste d'attendre. Finalement, l'enfant va faire la tâche, quoi, alors qu'il avait dit non en 5 minutes. Mais du coup, ça peut faire que si mon enfant il me dit non, je vais lui dire si, tu dois faire. Et puis du coup, on a l'escalade de l'opposition qui rentre en jeu. Et quand les oppositions, elles sont répétitives, en fait, on va dire qu'elles sont renforcées. C'est-à-dire que la dynamique relationnelle du parent et de l'enfant va faire que, sans le vouloir, le parent va renforcer ce comportement d'opposition chez l'enfant. Vraiment sans le vouloir. En plus, vraiment, tous les parents, ils essayent de bien faire, de faire en sorte que ça cesse. Mais sans le vouloir, en fait, ils se retrouvent dans cette dynamique relationnelle. Et l'enfant ne peut pas se désengager puisqu'il a un top. Et du coup, c'est sa manière d'être en relation. Et du coup, souvent, quand on est parent d'enfant qui a un TDAH et un top, souvent, on cherche des solutions pour son enfant. Et la priorité, c'est d'abord soi en tant que parent. Et c'est dans notre posture. On a vraiment besoin d'être guidé pour identifier qu'est-ce qui va nous faciliter le quotidien dans notre façon de réagir et dans notre façon d'accompagner notre enfant. Tu aurais des exemples concrets justement pour éviter de tomber dans cette escalade de conflit? Par exemple, quand l'enfant va dire non, typiquement, pas réagir tout de suite en mode « si, je t'ai dit que tu devais faire ». Juste laisser le temps, des fois, juste de revenir 5 minutes après en donnant la consigne d'une autre manière, en mode « Ah, tout à l'heure, t'as entendu? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah non, quoi? Je t'ai demandé d'aller faire ça. Ah oui, c'est bon, j'y vais. » Et pouf, alors que 5 minutes avant, il avait dit non. Il y a vraiment... ce qui est dur des fois, c'est qu'en tant que parent, on a l'impression que si l'enfant, il fait pas tout de suite ce qu'on lui demande, en plus, avec le TDAH, on se dit, il va l'oublier. Et comme on sait qu'il y a un chef d'orchestre qui a besoin de soutien, on a besoin de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soutenir le chef d'orchestre plutôt que de se dire qu'il faut absolument que l'enfant il fasse tout de suite ce qu'on lui a demandé. Parce que si on met une pression, il est probable qu'avec l'impulsivité, on se retrouve à avoir de l'opposition. Et le risque, c'est que ça rentre dans un top. Et alors, pour rassurer les parents, quand il y a un top, comme c'est pas un trouble neurodéveloppemental, l'enfant ne va pas le garder, d'accord ? On va l'accompagner. On a vraiment des moyens pour réduire ce cycle infernal et pour sortir de ça. Toutefois, effectivement, c'est quand même mieux si on rentre pas dedans, quoi. Donc, si on peut l'éviter, c'est quand même plus sympa. Pour votre quotidien et votre relation avec votre enfant, c'est quand même plus sympa. Mais on peut quand même, parce que des fois les parents se disent « Ah, mais ça va jamais se finir ». Si, en fait, le top, on peut l'accompagner. C'est pas un handicap. Ça a un vrai impact sur la relation parent-enfant, mais c'est pas considéré comme un handicap comme le TDAH. Et dans ces cas-là, c'est justement un suivi psy comme ce que tu proposes qui permet... Oui, de la guidance parentale. Souvent, on va proposer de la guidance parentale aux parents. Il y a plusieurs types de programmes, il y a plein de choses qui existent. Moi, ce que je vais avoir comme point de vigilance, c'est que les enfants TDAH, comme je l'ai dit, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est que l'origine, elle est souvent neurobiologique, génétique. Et donc, il est probable qu'un des parents ait aussi un TDAH, ou si ce n'est pas les deux, ou s'il n'y a pas d'autres TND, donc un TSA, des 10, etc. Et du coup, on peut avoir aussi des difficultés en tant que parent, juste parce qu'on a un fonctionnement neuroatypique et que les approches ou les programmes, parfois, ne tiennent pas compte de notre fonctionnement. Et ça peut faire que, du coup, ça coince un peu. On a du mal à appliquer les choses. Donc, moi, je suis vigilante là-dessus parce que c'est mon quotidien aussi de maman, mais c'est aussi ma clinique et ce que je vois, c'est que je vois bien que les parents qui ont un TND, ils ont besoin d'aménagement et ils ont besoin qu'on tienne compte de leur fonctionnement, parce que si on arrive avec non mais il suffit des contrats à points ou il suffit de mettre du visuel,
J'ai récemment une famille qui m'a dit « Ah, mais si tu voyais notre salon, il y a du visuel de partout, en fait. On est une garderie, un centre aéré, on est quoi. » Parce qu'on conseille le visuel. Ben oui, on conseille le visuel. Et je comprends en tant que parent, vraiment, les parents, ils veulent bien faire, donc ils vont essayer. Mais quand ça correspond pas à leur fonctionnement, quand en plus, il y a une fratrie, des fois, les autres enfants, ils sont pas concernés. En plus, il y a le fonctionnement familial qui est à tenir en compte. En fait, la guidance, elle a besoin d'être individualisée, personnalisée. On peut pas juste se dire, OK, je prends un bouquin et j'applique ce qui est écrit dans le bouquin. Le bouquin, c'est la théorie, c'est sympa. Mais pour la mise en pratique, il y a vraiment besoin d'être guidé quand même. Qu'est-ce que tu conseilles en termes d'outils pour rendre les enfants autonomes, notamment vis-à-vis de ce chef d'orchestre qu'il faut soutenir? Comment est-ce que les parents ils peuvent aider les enfants à trouver des manières pour eux de mieux comprendre leur fonctionnement et de faire face potentiellement à des déficits d'attention ou en effet à de l'impulsivité soudaine ou des choses comme ça? Alors, par exemple, l'idée, ça va être de questionner l'enfant. C'est-à-dire que plutôt que juste donner des consignes pour donner des consignes, qui vont faire que souvent on va entendre « Ah, ça va, c'est bon, tu l'as déjà dit, j'ai entendu. » Et que des fois, en tant que parent, quand on est fatigué, on a juste envie de dire « T'arrêtes de me parler comme ça. » Voilà. Donc là, de nouveau, on bascule. Le risque, c'est ça, c'est qu'on rebascule dans le conflit. Et bien, en fait, on va vraiment dire « Ok, t'as entendu, qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure ?» Ou on va dire « Qu'est-ce qu'on fait après qu'on ait fait cette activité ?» L'idée, c'est de faire réfléchir l'enfant. Parce que s'il prend l'habitude d'avoir uniquement nos consignes verbales, le chef d'orchestre, il attend. C'est comme s'il se dit « Oh, de toute façon, là, on a une consigne verbale. Ouais, mais le ton, il n'est pas comme d'habitude. On a le temps. Bon, on n'est pas... C'est bon, c'est pas important, en fait. On a autre chose à faire. » Et du coup, on a vraiment besoin de mettre en route ce chef d'orchestre et de le faire réfléchir. Alors au départ, quand ils sont petits, effectivement, on va voir si on peut mettre du visuel, ou on va peut-être voir aussi dans l'organisation de l'espace. Des fois, il y a des tout petits aménagements. Je donne souvent l'exemple de cette famille où pour partir le matin, mettre les chaussures, c'était super compliqué parce qu'il fallait que l'enfant remonte chercher son sac. Souvent, c'était un enfant qui s'habillait seul, mais mettait pas ses chaussettes, donc il fallait remonter chercher le sac, remonter chercher les chaussettes, mettre les chaussettes. Enfin bref, c'était l'enfer. Alors que finalement, quand on a mis le sac dans l'entrée avec des chaussettes dans l'entrée, la transition pour partir à l'école, elle s'est bien mieux passée. Donc des fois, il y a des aménagements comme ça qui vont soutenir le chef d'orchestre aussi parce que ça va lui éviter de rajouter une action qui est contre-productive. Et donc ça. Et puis après, quand l'enfant il grandit, on le fait réfléchir en lui disant « La dernière fois, tu as bien réussi à faire ça. À ton avis, qu'est-ce qui t'a aidé ? C'était quoi que tu avais fait ?» Ou le constat, ouais, mais tu me répètes toujours, j'en ai marre de t'entendre, tu me dis toujours la même chose, moi j'en ai marre. D'accord, alors comment je fais ? Comment je fais pour te donner les consignes, comment on fait ? Et ça, on a vraiment besoin de le co-construire avec l'enfant et du coup après avec le préado et l'ado, parce que c'est aussi leur montrer qu'ils sont acteurs de ce développement et que ça repose pas que sur nous, parents. Non, parce que soyons clairs, en fait, on espère quand même tous qu'à un moment donné, ils aient quand même plus besoin de nous, en fait, et qu'ils soient pas chez nous jusqu'à je ne sais quel âge, en fait. Donc, si on veut ça, on a besoin de les mettre en action. Et si c'est que nous, parents, qui mettons les outils, que nous, parents, qui arrivons avec « Oh, regarde, j'ai trouvé ça et tout, j'ai vu ça sur Internet », non, ça va pas fonctionner. Ils ont aussi besoin qu'on les mette en tant qu'acteurs et on les fasse réfléchir en mode, OK, une des dernières questions que j'ai posées à mes enfants, c'est comment on fait pour que vous pensiez à éteindre vos lumières dans votre chambre quand vous devez descendre et partir de la maison ? Ah ils étaient inventifs, hein. Ils sont pas encore ingénieurs, donc ils n'ont pas pu construire les machines auxquelles ils ont pensé, mais... Ils avaient des grandes idées. Hein. Du coup, après, je dis, ça, c'est des chouettes idées. Peut-être que vous les ferez quand vous serez adulte. Mais là, maintenant, là, tout de suite, parce qu'on ne peut pas construire les machines dont vous parlez. Donc, on fait comment ? Peut-être que tu nous le rappelles ou peut-être qu'on se met une sonnerie. Ou allez, vas-y, on choisit une option et on la teste ensemble. Mais c'est ça. On a besoin de les soutenir pour qu'ils deviennent effectivement autonomes. Et cette autonomie, cette indépendance, elle a besoin d'être stimulée régulièrement, fréquemment, pour qu'elle se développe. Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu conseilles dans le milieu scolaire pour ces enfants ? Ne prenez rien pour vous. Vraiment, je vous assure, je sais, ils peuvent être très... voilà, hein, ils viennent vous chercher des fois, ces enfants-là, mais ne prenez rien pour vous. Ne prenez rien personnellement. Même si vous sentez que vous avez l'impression qu'on vous manque de respect, sincèrement, pour maintenir votre relation avec cet enfant qui
est en difficulté au sein de la classe, ça ne sert à rien de mettre l'accent sur les comportements débordants. En fait, où on va mettre l'accent, on va le mettre sur les comportements que l'on souhaite voir le plus souvent. Une des actions que vous pouvez vraiment faire en tant qu'enseignant, c'est le renforcement positif. C'est-à-dire que cet enfant qui est calme et qui vient de s'asseoir sans avoir jeté son cartable, dites-lui « Waouh, super, t'as réussi à t'asseoir, c'est génial ». Et puis cet enfant qui a tendance à tout le temps s'agiter, donnez-lui des missions où il peut se lever. En fait, donnez-leur des actions qui vont faire que ça correspond à leur fonctionnement. Et vraiment, je sais, des fois, vous avez l'impression qu'ils se foutent de votre gueule, mais je vous assure, c'est pas le cas. Et ne prenez pas la mouche, parce que en fait, c'est des enfants qui, comme ils manquent de confiance en eux, comme on leur rappelle souvent que ça va jamais, après, ils se disent à quoi bon faire des efforts, quoi. Et du coup, ils sont, ouais, de toute façon, punis-moi. Des fois, les parents ou les enseignants me disent, non, mais on peut le punir de plein de trucs, il en a plus rien à faire. Ou elles s'en fichent complètement. Bah oui, parce qu'en fait, ok, tu veux me punir de ça, et après, tu fais quoi d'autre? Rien, en fait. Donc, ce rapport de punition, je le comprends, parce qu'effectivement, en tant qu'enseignant, quand on a plein d'élèves, c'est compliqué à des moments donnés, et puis ça a un impact sur le fonctionnement de la classe. Sur le climat scolaire. Bah oui, c'est ça. Et l'idée, elle va être plutôt de voir quels sont les outils et quelles sont les choses qui vont être fonctionnelles pour cet enfant et qui vont servir à tous les autres. Ouais. Parce qu'il y a plein d'outils dont l'enfant TDAH a besoin, comme des repères pour se repérer dans le temps ou sur un temps d'activité, qui finalement, je peux le mettre pour tout le monde. Ouais. Et puis cette histoire de mission ou de rôle au sein de la classe, je peux embarquer tout le monde. Ça aidera mon enfant, l'enfant qui est là, l'élève là, ça va l'aider. Mais finalement, hop, j'embarque toute la classe, puis moi, ça me fait un seul fonctionnement. L'idée, elle va vraiment la clé, c'est le renforcement positif. Vraiment, valoriser. Tu parles aussi beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi. Donc on l'a vu, souvent les TND en effet ont un impact vraiment négatif sur cette partie-là chez les enfants. Comment est-ce que toi tu conseilles aux adultes dans leur accompagnement, comment est-ce qu'ils peuvent aider les enfants à préserver ou du moins à renforcer cette estime de soi? On va éviter de rassurer. Ça peut paraître complètement contre-productif, puisqu'on a un enfant qui va dire « je suis nul » et on aurait tendance à lui dire « mais non, mais pas du tout, t'es pas nul ». Bon, en fait, c'est sympa de vouloir rassurer, mais c'est pas ça qui va être franchement aidant. On va plutôt, à chaque fois que vous allez tenir compte de ce que vous dit l'enfant, c'est lui montrer qu'il a de l'importance. L'estime de soi, c'est avoir de la valeur, en fait. C'est de se sentir important, considéré. Et elle va se développer parce que justement, on va avoir des moments où on se sent important, avoir de la valeur, etc. Donc, c'est de créer des moments où on va valoriser l'enfant et on va prendre le temps de l'écouter. Voilà. Un des exemples que je donne souvent, c'est que parfois, les enfants TDAH, ils peuvent mentir, avoir un petit côté où ils reconnaissent pas leur responsabilité. Non, c'est pas moi. Alors que il y a quand même beaucoup de probabilités pour que ce soit l'enfant. Et en tant que parent, on aurait tendance à le prendre mal et on aurait tendance, et en tant qu'enseignant aussi, à dire non, mais en fait, si, c'est toi. Et là, le risque, c'est que l'enfant, il va rentrer dans un comportement impulsif en mode non, c'est pas moi, et il va se braquer. Et l'idée, ça va être plutôt de se dire ok, plutôt que de le viser, qui du coup va impacter son estime de lui, on va plutôt réfléchir ensemble. Ok, là, moi, j'ai un problème, il s'est passé ça. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire quand il se passe ça? Et du coup, on fait réfléchir, par exemple, la classe ou la fratrie complète. Je sais pas, il y a un verre qui a été cassé à la maison, plutôt que de dire « Ah, c'est toi qui l'as cassé », on va dire « Ok, en fait, moi, j'ai besoin qu'on réfléchisse. On fait quoi quand il y a un verre qui est cassé? C'est quoi la règle? Comment on fait ?» Puis en classe, c'est pareil. « Ok, il y a un enfant qui a gribouillé sur tel truc ou qui a détruit tel livre. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'il y a un livre qui est cassé, qui est abîmé? C'est quoi la règle ?» Et comme ça, on fait réfléchir tout le monde sans viser l'enfant en lui disant « C'est toi, t'as pas bien fait. » Parce que peut-être qu'il a déchiré le livre, mais encore une fois, comme il y a de l'agitation, de l'impulsivité, il est probable qu'il ne l'ait pas fait exprès. Et d'être pointé du doigt devant tout le monde, ça va renforcer ce truc que je suis pas capable, je suis pas bien, je suis pas un bon enfant. Et c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que tu conseilles de parler du trouble aux enfants et si oui, à partir de quel âge ? Moi, je fais partie de ces professionnels qui considèrent que c'est important. Parce que l'enfant, quand il n'a pas de trouble du développement intellectuel, qui est un autre des TND, mais qui du coup fait que il peut être en difficulté pour se rendre compte
Quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas de trouble de développement intellectuel, l'enfant, il voit très bien qu'il galère par rapport à d'autres. Il voit très bien que certains y arrivent mieux que lui ou que elle. Et donc, il va se comparer. C'est naturel de se comparer. Et l'environnement scolaire fait ça. Et même quand j'ai des parents qui me disent « Oui, mais on a instruction en famille. » Mais en fait, vous avez des regroupements avec d'autres enfants. Votre enfant, il voit d'autres enfants, ne serait-ce qu'au sein de la famille, les cousins, les cousines. Et donc, il va se comparer naturellement. Et le risque, c'est que quand on ne lui explique pas son fonctionnement, eh ben, en fait, si je compare et que j'arrive moins bien que les autres, bah, c'est parce que je suis nulle. C'est parce que je ne suis pas capable. Parce qu'en fait, les autres, ils y arrivent. Pourquoi moi, je galère ? Et c'est là où, des fois, on hésite parce qu'on se dit « Ouais, mais on ne veut pas qu'ils se sentent catalogués ou on ne veut pas qu'ils l'utilisent pour se dédouaner, pour ne pas faire d'efforts. » En fait, vous ne vous poseriez pas la question si votre enfant, il aurait des lunettes, en fait. C'est-à-dire que si un médecin vous dit « Votre enfant, il a besoin des lunettes », vous n'allez pas lui dire « Ah non, on ne lui dit pas qu'il est myope » ou on ne lui dit pas que... En fait, on lui met ses lunettes et puis on lui dit « Bah voilà, tu as des lunettes parce que tes yeux, ils ne voient pas bien. » Et ben c'est pareil avec un TDAH, en fait. On a besoin de dire « Ok, ton cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Il a des forces. Et puis, il a des domaines où il a besoin d'être soutenu. » Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on va aller voir plein de professionnels. Parce que ça aussi, comment on peut dire à un enfant « Viens, on va faire tous les suivis, mais je te dis pas pourquoi on va le faire. » Bah si, l'enfant, il a besoin de savoir. Il a besoin de savoir pourquoi il va chez l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le pédopsychiatre. En fait, il voit tout le temps plein de monde. Donc, il faut qu'on lui explique quand même. T'insistes aussi beaucoup sur l'importance du développement des compétences relationnelles chez ces enfants. Pourquoi, selon toi ? Ben, parce que en fait, ils ont... Alors, quand il n'y a que le TDAH, j'exclus le fait que l'enfant il ait un TSA associé, d'accord ? Parce que le TSA, c'est encore autre chose au niveau du social. Mais quand il n'y a que le TDAH, c'est des enfants qui peuvent être un peu usants parce qu'ils débordent d'énergie ou ils ont plein d'idées. Et comme des fois, ils sont impulsifs, et ben, des fois, ils ne laissent pas trop la place aux autres. Et du coup, ils peuvent être rejetés. Et c'est très dur. Parce que, encore une fois, c'est pourquoi moi, je ne suis pas invitée et les autres, ils le sont. Pourquoi moi je n'ai pas d'amis et les autres, ils sont amis. Pourquoi personne ne veut jouer avec moi alors que je demande qu'à ça. Donc, on a quand même besoin à la fois d'apprendre à l'enfant à voir qu'est-ce qui fait que l'autre, il veut pas jouer avec lui. Mais ça prend du temps parce que l'enfant avant 6 ans, c'est dur pour lui de faire ça. Dans le développement du cerveau, c'est pas une compétence qui est bien établie avant l'âge de 6 ans. Donc, quand ils sont en maternelle, lui dire « À ton avis, comment il se sent parce que tu l'as tapé ?» Voilà. Ils vont répéter ce qu'on leur a appris. Hein. En gros, il va être en colère parce qu'ils ont appris, mais pas vraiment parce qu'ils le ressentent. Et c'est naturel. Mais ça n'empêche qu'on a quand même besoin de le soutenir. Et puis, on a besoin de les entraîner à être des bons camarades, à savoir que des fois, ils vont peut-être avoir des comportements qui vont être agaçants et du coup, il faut le reconnaître ou il faut s'excuser ou réparer, dire « Ah, je suis désolée, je voulais pas faire ça. Comment je fais pour qu'on reste amis ?» Enfin, on va avoir besoin quand même de les soutenir. Et comme je disais qu'il y a souvent l'estime de soi, elle est impactée, le risque, c'est que du coup, ce soit des enfants qui manquent un peu d'affirmation de soi. Alors, certains vont me dire, non, justement, il est très affirmé parce qu'il dit tout le temps ce qu'il pense. Oui, mais c'est pas forcément une bonne affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est arriver à dire ce dont j'ai besoin sans hurler, sans écraser l'autre. C'est vraiment, j'arrive à dire ce dont j'ai besoin tout en tenant compte de la personne avec qui je suis. Et du coup, c'est des enfants qui souvent ont besoin d'être accompagnés pour arriver à mieux s'exprimer, arriver à dire leurs limites, à exprimer leurs besoins, à accepter des refus ou des critiques sans s'emporter. Donc ça, voilà. Et c'est vrai qu'en tant que parent, des fois, c'est pas facile à accompagner parce que nous-mêmes, en tant que parents, on n'est pas toujours très à l'aise avec l'affirmation de nous. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour les parents ou même les professionnels qui nous écoutent vis-à-vis de ces enfants avec un TDAH ? D'une manière générale, je vais redire ce que j'ai dit, c'est ne prenez rien pour vous. Vraiment, c'est très important. Et gardez en tête que ce qui va être le plus aidant, c'est de valoriser plutôt que de punir. Et je donnerai juste cet exemple. Un jour, je reçois une famille et leur petit bout, il a 5 ans et premier rendez-vous. Et à un moment, le papa me regarde et il me dit « Oh, ça fait 20 minutes qu'on est là. Et en 20 minutes, tu lui as dit plein de fois « Waouh, super, bravo !» Mais nous, à la maison, on est tout le temps en train de lui dire « Arrête,
arrête, ça suffit, stop. Il me dit, et il est calme. Je dis, ben oui, parce qu'en fait, je veux qu'il soit calme. Alors, à chaque fois qu'il fait un truc cool, je suis là, je lui apporte de l'importance, on est là, on joue, on se pose. Et c'est ça que je veux. Ah, peut-être qu'il faut qu'on fasse ça. Il m'avait dit, eh ben, ça va tomber bien, on va en parler, parce que oui, effectivement, on va avoir besoin de valoriser et renforcer les comportements attendus. Et c'est même quelque chose qui peut être appliqué au-delà des enfants. Ah, mais ça, c'est dans le développement et l'éducation au global. Mais pour ces enfants, ils y sont très, très, très sensibles. Donc, ça change bien la donne. Alors, tu sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Et aux futurs adultes TDAH, franchement, je leur souhaite d'être accompagnés en sachant qui ils sont, pour que du coup, ça devienne des adultes épanouis et qui ne cherchent pas à se suradapter à un environnement qui ne tienne pas compte de ce qu'ils sont. Merci infiniment, Myriam. Merci Stéphanie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.